Nous avons le plaisir de discuter des aspects médicaux et scientifiques du jeûne avec Jacques Roulier de l'Académie médicale du jeûne. L'Académie médicale du jeûne est une association qui vise à étudier le jeûne et à former des professionnels à la pratique du jeûne selon des bases scientifiques et médicales. Merci Jacques pour ce moment de partage. Alors tu es l'un des 4 fondateurs de l'Académie médicale du jeûne. Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter comment est-ce que vous en êtes venu à créer cette Académie médicale du jeûne? Comment elle fonctionne? Avec qui elle fonctionne? Voilà, comment ça s'est passé déjà? Alors, au départ, comme souvent, il y a une histoire un peu personnelle qui concerne surtout Lina, ma femme, et moi, parce que notre fille a été gravement malade. Elle a dû subir, il y a quelques années, une chimiothérapie, et on avait croisé à ce moment-là un médecin à l'hôpital qui nous avait dit, pour que votre fille puisse supporter un peu mieux les traitements agressifs de chimiothérapie, eh bien, peut-être que ça serait intéressant qu'elle observe une journée de jeûne la veille du traitement. Et puis, on va dire, on n'était absolument pas sensibilisé. Moi, en tant que médecin généraliste, ça ne faisait pas du tout partie comment dirais-je, de mes connaissances, ni même de ce que nous avons reçu comme enseignement à la faculté de médecine. C'est le cas de tous les médecins, hein. On va dire, généralement, la nutrition est le parent pauvre, reste un parent pauvre d'ailleurs de la thérapeutique, puisqu'on utilise beaucoup de moyens même si ça a tendance à s'établir, à s'étendre un petit peu, puisqu'on est dans un cadre de plus en plus de médecine intégrative. En tout cas, c'est là qu'il y a vraisemblablement un avenir pour le soin en général et la médecine en particulier. Donc, on est allé en 2018 ou 2019 à un congrès en Allemagne avec Lina, ma femme, avec 2 collègues médecins, Christian et Alexandre. Et on a été complètement bluffé par le niveau de la recherche scientifique qui était présentée dans ce congrès, qui était organisé par l'Association des médecins du jeûne thérapeutique et de la nutrition. Je vous fais grâce du nom en Mhm. allemand. Merci. Ça se passait sur le bord du lac de Constance. Et on s'est rendu compte que cette recherche scientifique concernant les effets potentiellement bénéfiques pour la santé du jeûne était l'objet d'un travail international très avancé et avec un silence assourdissant du côté français. On savait qu'il y avait des gens qui pratiquaient déjà le jeûne, mais sur le plan médical, c'était Il n'y avait rien du considéré tout. comme une espèce de lubie de gens un peu, comment dirais-je, un peu perchés, qui faisaient des expériences. On basculait assez vite d'ailleurs du côté du charlatanisme ou de l'activité sectaire, hein. C'était les gens qui pratiquaient, qui accompagnaient les jeunes, les séjours de jeunes, étaient sous le regard pas du tout bienveillant de la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les sectes, Donc si je avec comprends bien, vous avez régulièrement. voulu amener l'aspect scientifique et médical du jeûne en France. Voilà. Et puis il y avait un autre paramètre, c'est que très vite, donc on a décidé de nous faire l'expérience, hein. On a dit, bon, bah, on va aller dans un centre de jeunes. On a choisi un centre de la Fédération francophone de jeunes et randonnée, de la FFJR, parce que on a un peu cherché et on s'est rendu compte que là, il y avait quand même d'abord une antériorité et puis un certain professionnalisme qui nous a fait penser que, bon, on ne mettait pas les pieds n'importe où. Et on a fait cette expérience. Et là, personnellement, à titre individuel, on a été bluffé, quoi. On s'est dit, mais c'est incroyable. D'une part, la facilité avec laquelle on peut, en étant bien accompagné, s'arrêter de manger. Et surtout, le bien que ça fait, quoi. Et là, pour moi, ça a été vraiment une découverte. J'en ai fait plein d'autres après, mais cette première constatation personnelle, je me suis dit, il y a là quelque chose sur le plan thérapeutique qui est drôlement intéressant.
indépendamment de tout ce qu'on a pu ensuite asseoir sur le plan scientifique. Et donc tous les quatre, vous quatre, vous êtes allés en Allemagne à ce congrès et vous avez eu envie Voilà. de créer cette Académie médicale du jeune. Voilà, alors on est allé en voiture, donc le trajet était un peu long et on a eu tout le temps pendant les 9 ou 10 heures de voiture entre le lac de Constance et la Bretagne où nous habitons, eh bien on a eu tout le temps de, on va dire, de se faire une espèce de brainstorming en disant, bon, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une association? Est-ce qu'on fait une société comme... on entend parfois parler en médecine de société savante, hein. Alors, bon, c'est un terme qui peut un petit peu choquer. Disons que c'est l'endroit où sont confrontés les savoirs, les connaissances et où on va établir des consensus, c'est-à-dire où les professionnels avertis, on va dire, vont échanger leur manière de voir et puis tracer, on va dire, un cadre ou des lignes communes pour l'exercice. Alors, ils font ça en cardiologie, on fait ça en oncologie, dans toutes les disciplines médicales. Et on a dit, eh ben, on n'a pas peur, on va créer une association. On va d'abord compiler un petit peu tout ce qu'on peut récupérer comme connaissances, comme publications scientifiques. Et puis surtout, on va nous-mêmes commencer par se former. On a, comment dirais-je, eu la chance de rencontrer des collègues médecins, je pense à Claire Delval ou à Véronique Pillon, qui sont des médecins qui étaient déjà un peu informés sur le plan de la nutrition ou de la micronutrition. Et puis, même Véronique Pillon, elle est allée se former en Allemagne avec des formations destinées aux médecins, donc elle nous a apporté aussi beaucoup de choses. Et donc, on a dit, ben, toutes ces connaissances-là, il faut qu'on puisse au moins partager ça avec des confrères pour leur dire, il y a là quelque chose d'intéressant. On ne fait pas n'importe quoi quand on fait du jeûne, on ne le fait pas n'importe comment. Il y a un certain nombre de règles, mais c'est intéressant que ces connaissances-là soient diffusées au sein du corps médical et puis un peu plus largement des soignants. Et on a commencé à mettre en place des séminaires de 2 jours où on fait un petit peu un tour théorique des connaissances concernant les effets du jeûne sur le corps humain, sur son métabolisme et puis sur l'amélioration qu'on peut en attendre. Et puis, on a appliqué quelque chose qui est une maxime qui est, je crois, a été prononcée par Einstein et qui dit la connaissance n'est rien si on n'a pas l'expérience. Et donc, on a mis en place des semaines de jeûne qui alliait une formation théorique et l'expérience du jeune. C'est-à-dire qu'on a dit à un certain nombre de médecins, d'infirmiers, de kinésithérapeutes, de biologistes, etc., on leur a dit, venez jeûner, faites vous-même l'expérience parce que là, ça va tout changer pour vous. On n'a jamais enfermé personne, on n'a jamais forcé personne à jeûner, c'est une démarche qui est volontaire, mais on a dit, si vous faites l'expérience, vous allez voir que ça va changer votre regard sur cette discipline ou cette pratique. D'accord. Et Et qu'en donc, ça disent les s'est mis en soignants place du coup petit à petit. à l'issue, excuse-moi, je Pardon? t'interromps, à l'issue d'une semaine de formation en jeûnant, qu'en Oui. disent les soignants qui Oui. viennent se former à l'Académie médicale du jeûne? Ben, en règle générale, ils sont surpris. Ils sont surpris parce que c'est un domaine dans lequel la plupart des personnes qui participent à un séjour de jeûne n'ont aucune formation, aucune expérience, et c'est contraire à ce qui nous est enseigné habituellement. Et Je pourtant, prends on un apprend exemple. que Hippocrate a dit que Oui, l'alimentation est la première médecine. Donc on oui. revient aux bases de la médecine en fait. Complètement. Je parle souvent à mes patients des règles concernant ce qu'on appellerait une alimentation saine. Et je dis, il y a 4 piliers principaux.
Premier pilier, la qualité de ce qu'on mange. C'est-à-dire, évidemment, éviter les aliments qui sont ultra transformés, tous ces produits industriels qui contiennent tout un tas de substances qu'on retrouve après, hein, de manière complètement indésirable dans l'organisme. Je parle des additifs alimentaires, des conservateurs, des épaississants, des agents de texture, toutes ces choses dont on a maintenant une très très bonne connaissance des effets néfastes. Donc ça, c'est la qualité. En d'autres termes, si on cuisine, si on utilise des produits dont on connaît la provenance et de préférence biologique, il est clair que on se dirige dans le bon sens du point de vue de la qualité. C'est le premier pilier. Second pilier, l'équilibre, ou une espèce d'harmonie entre les grandes catégories d'aliments, ou de macronutriments, comme on dit, l'équilibre entre glucides, lipides et protides. Il est d'une évidence admise vraiment partout que l'alimentation occidentale, elle donne une part beaucoup trop importante aux glucides. Et donc, ça a des effets néfastes du point de vue cardiovasculaire, du point de vue de l'obésité, du point de vue de l'oncogénèse, de l'origine des cancers, etc. Donc de toutes les maladies de civilisation. Voilà. C'était le deuxième pilier. Troisième pilier, comment est-ce qu'on mange? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend le temps de bien mastiquer pour la première étape de la digestion, l'insalivation, etc. Est-ce qu'on est dans une ambiance où on a vraiment le temps de laisser la satiété s'installer, donc qu'on ne mange pas trop vite et qu'on ne mange pas trop en quantité? Puis il reste le dernier pilier, qui est peut-être celui qui va nous intéresser, c'est quand est-ce qu'on ne mange pas? C'est-à-dire quand est-ce qu'on laisse reposer le système digestif et l'organisme accomplir naturellement sa petite opération quotidienne de nettoyage. Et on va dire que ça, la règle la plus simple, c'est on laisse passer, s'écouler 12 heures entre le dernier repas d'une journée et le premier repas de la journée suivante. Naturellement, on ne mange pas la nuit, mais de respecter cette moitié de 24 heures, c'est-à-dire ces 12 heures où on laisse reposer vraiment le système digestif, c'est déjà une façon très saine d'envisager l'alimentation. Et puis évidemment, si on peut élargir un petit peu cette période-là, c'est-à-dire ben, soit dîner un petit peu plus tôt ou déjeuner un peu plus tard, ou ne pas petit déjeuner et attendre le repas de midi, ben, on va faire ce qui s'appelle le jeûne intermittent. Et ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment parce que c'est une manière extrêmement simple, absolument sans danger, d'expérimenter le fait que peut-être que certains d'entre nous n'ont pas besoin de faire 3 repas par jour. En tout cas, de ne pas avoir une alimentation qui se répartit entre un petit déjeuner pris sur le pouce qui comporte souvent, et on revient à nos Des histoires glucides. d'alimentation, trop de glucides, trop de sucre le matin, et puis on mange à midi, c'est pas forcément chez soi, donc on est quelquefois amené à prendre un sandwich, là encore, beaucoup de farine de céréales, de glucides, et puis le soir, bah, c'est le soir où on va peut-être se retrouver en famille ou avec des amis, ou on va peut-être dîner un petit peu plus tard. Tout ça, on va dire de façon occasionnelle, c'est pas quelque chose d'interdit, bien sûr, hein. Il faut garder aussi le plaisir, la convivialité, etc. Mais en routine, d'avoir une alimentation qui est un petit peu plus restreinte, eh bien, on s'aperçoit, alors là, on a une documentation très solide, on s'aperçoit que ça a des bénéfices pour la santé qui sont absolument indiscutables. Et c'est ça qu'on a voulu partager au sein de l'Académie médicale du jeûne. D'accord. Alors pour toi, justement, si on parle des bénéfices du jeûne pour la santé, avec Oui. toute ton expérience, tout ton recul aujourd'hui, quels sont les principaux bénéfices dont tu as envie de parler? Vraiment ceux qui te semblent les plus importants. Alors d'abord, peut-être dire que, il n'y a pas une forme de jeûne qui va convenir à tout le monde, que chacun va trouver son rythme, que chacun va trouver sa manière de jeûner et l'objectif c'est que ça soit intégré dans la vie quotidienne sans sacrifice, sans effort, quoi. Que ça soit, et on n'est pas tous faits on a un moule commun, mais on a quand même nos particularités, donc c'est propre à chacun. On va dire que le premier bénéfice, qui est d'une évidence, c'est le repos digestif. C'est-à-dire de laisser tout cet appareil extraordinaire qui nous permet de décomposer, puis d'assimiler et d'utiliser les aliments sous forme de nutriments, eh bien, comme toute activité vivante, il y a besoin de repos.
Et ce repos-là, quelquefois, il est un petit peu négligé. Donc, si on le laisse se reposer pendant un peu plus longtemps, le système digestif, en règle générale, il nous en rend grâce et c'est particulièrement quelque chose qu'on peut utiliser pour tous les problèmes de digestion, soit d'inconfort digestif, soit plus gravement de maladies inflammatoires chroniques. Hein, on sait que ça peut gâcher la vie vraiment d'être victime d'une, euh, d'une colopathie fonctionnelle au premier degré, et puis évidemment de la maladie de Crohn, de la rectocolite hémorragique et des choses qui sont vraiment très très handicapantes. Simplement laisser reposer le système digestif. Et puis, on se rend compte que quand on laisse reposer le système digestif, on lui permet de ne pas travailler comme il le fait 3 fois par jour pour la plupart d'entre nous depuis la naissance, et encore, c'est 4 fois par jour pour les enfants, on a ajouté un repas totalement superflu d'ailleurs, qui est le goûter, qui est encore un truc la plupart du temps très sucré et encouragé par les industriels de l'agroalimentaire. Quand on voit ce qu'il y a dans les rayons des grandes surfaces pour le petit déjeuner ou pour le goûter, c'est absolument tout ce qu'il faut pas. Donc, il y a ce repos digestif, il y a cette normalisation, cette harmonisation du microbiote intestinal qui va se faire à l'occasion du jeûne. Et ça, c'est quelque chose qui, là aussi, a été vraiment énormément étudié, peut-être parce qu'il y a quelques intérêts commerciaux. Je veux dire, on a étudié le microbiote intestinal. Il y a des gens qui travaillent dessus, notamment Robin Ménage, avec lequel on est en relation étroite. Qui travaille sur les modifications du microbiote intestinal parce qu'on sait que ça a des conséquences sur notre métabolisme, sur notre risque cardiovasculaire et aussi plus largement sur notre humeur, sur notre équilibre. Et ça, c'est quelque chose qui participe justement de cette très heureuse surprise qu'on a quand on fait la première fois l'expérience du jeûne, c'est qu'on se sent bien, on se sent apaisé et de façon tout à fait contre-intuitive, on n'a pas faim. On n'a pas faim quand on arrête de manger pour une période qui peut aller jusqu'à une semaine, une dizaine de jours. En tout cas, ce dont on a l'expérience en France. Il y a d'autres pays qui sont allés plus loin sur des périodes plus prolongées, mais cette fois avec un accompagnement médical et dans le cadre d'une hospitalisation, ce qui n'existe pas pour Comme en l'instant chez Allemagne nous. ou comme en Russie, par exemple. Voilà. Voilà, aux États-Unis aussi, il y Ou a aux beaucoup États-Unis de aussi. cliniques qui se développent, notamment en Californie, avec des gens qui travaillent sur les rythmes circadiens, sur les cycles qui régissent notre activité hormonale, avec les neuromédiateurs, etc. Puisqu'on a vu qu'avec le jeûne, on retrouvait des rythmes circadiens normalisés. Absolument. Voilà. Et on sait maintenant que le travail de nuit qui est obligatoire dans certains domaines, notamment dans le domaine du soin, hein, il y a des médecins et des infirmières, des aides-soignants à l'hôpital qui travaillent en horaire inversé. Eh bien, on sait très bien que un des paramètres particulièrement délétères de ce travail de nuit, c'est que les gens mangent la nuit et en règle générale, ils mangent des choses sucrées. Et alors là, on est vraiment dans le contraire complet de ce qui est favorable à la santé. On mange quand il ne faut pas et on mange ce qu'il ne faut pas. Simplement pour des raisons qui sont propres à toute l'espèce humaine, malheureusement, c'est que nous avons naturellement un attrait, pour ne pas dire une addiction qui s'établit très rapidement pour le sucre, pour le goût sucré et pour les effets du sucre, notamment sur l'humeur. On a des travaux de plus en plus précis concernant les troubles psychiques. Ça, c'est quelque chose qui est assez récent, mais on s'est rendu compte depuis longtemps qu'on pouvait traiter des enfants en leur faisant une restriction calorique, c'est-à-dire c'est un peu un équivalent du jeûne, avec des périodes là aussi de repos digestif. On pouvait traiter des enfants qui étaient résistants au traitement contre l'épilepsie. On leur donnait des traitements lourds et on s'est rendu compte qu'on avait des résultats qui étaient très intéressants uniquement en les traitant par l'alimentation, par la modification de l'apport calorique et de la répartition entre glucides, lipides et protides, en donnant une plus large part aux matières grasses et aux protides et une moindre part aux glucides, aux hydrates de carbone. Donc ce qu'on appelle le régime cétogène.
Voilà. Alors, le entre régime autres. cétogène, c'est une variante qui peut accompagner aussi un rééquilibrage de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on va réduire au maximum la part des sucres et des amidons, pour l'essentiel les farines de céréales, mais aussi les pommes de terre, hein, et puis, on va dire plus largement les légumineuses, les légumes racines. C'est pas des choses qui doivent être exclues de l'alimentation, mais c'est vraiment on a vraiment des bénéfices très très intéressants à retirer de modifications de l'alimentation. Je pense aussi à quelque chose qui est de plus en plus répandu. Est-ce que c'est parce que c'est plus diagnostiqué ou est-ce que c'est une conséquence de l'évolution de nos habitudes alimentaires? Mais ce qu'on appelle les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, le fameux TDAH, que malheureusement beaucoup de parents connaissent pour leurs enfants, eh bien, on se rend compte qu'en modifiant l'alimentation, on n'a pas besoin d'avoir recours à des molécules qui sont des psycholeptiques, et qu'on peut avoir des modifications, mais spectaculaires, avec un délai qui peut prendre quelques semaines ou quelques mois, mais ça nécessite de modifier l'alimentation. Et puis c'est simple. C'est très Alors, il y a facile. un problème avec le jeûne, c'est que, il n'y a pas grand-chose à vendre. Il n'y a pas beaucoup de bénéfices sur le plan financier à retirer de cette pratique. Et ça, c'est probablement un des handicaps supplémentaires qui fait qu'on n'intéresse pas des compagnies pharmaceutiques, évidemment, parce que dans la mesure où, pour revenir aux bénéfices du jeûne, on se rend compte que euh, des gens qui sont considérés comme victimes d'une maladie qu'on appelle le diabète de type 2, qui est une maladie acquise qui résulte d'un déséquilibre de l'alimentation trop marqué vers les glucides pendant des années. Le diabète est considéré comme une maladie qui est chronique, qui est évolutive et qui nécessite un traitement à vie. Or, et je crois que tu as eu l'occasion d'en parler il n'y a pas longtemps avec Evelyne Bourdois-Roy et Sophie Roland, c'est une maladie qu'on peut guérir. Mais quand vous dites à des médecins, le diabète, c'est une maladie qui peut se guérir, ils vous regardent avec des yeux en disant, mais non, on n'a pas du tout cette notion-là. On ne voit pas des diabètes qui se guérissent. Ou alors, c'est vraiment des gens qui vont appliquer à la lettre des régimes alimentaires très restrictifs. Très restrictifs. Non, simplement équilibré. Simplement équilibré. Et ça marche très bien. Et ça marche très très C'est bien. très efficace. Alors tu Mm. parlais tout à l'heure, Jacques, de collaboration avec des équipes Oui, scientifiques, comme celle de la clinique oui, Buchinger en Allemagne, Boehringer. c'est ça. Mm. Quelle autre collaboration est-ce que vous avez mis en place avec l'Académie médicale du jeune? Alors, il y a eu naturellement des relations avec les équipes allemandes. Je t'ai parlé de l'Association des médecins du jeûne thérapeutique et de la nutrition. Il y a aussi l'Académie intégrative du jeûne, qui est alors, c'est pas la même structure juridique. Nous sommes une association, mais eux, c'est une structure qui n'a pas la même forme, mais qui fait exactement la même chose que nous, c'est-à-dire qui réunit les informations et qui organise des formations pour les médecins et pour les soignants, ce qui est beaucoup plus simple et plus facile en Allemagne parce qu'il n'y a pas cette frontière très très étanche entre la médecine conventionnelle et puis ce qu'ils appellent la Naturheilkunde, c'est-à-dire la naturopathie, on peut dire. Mais c'est un peu plus compliqué, un peu plus scientifique, j'ai envie de dire, sous la houlette notamment du professeur Andreas Mikkelsen, qui est à l'hôpital de la Charité, et qui À travaille, Berlin. lui, il est chef de service d'un service de médecine naturelle, c'est-à-dire un service où on va expérimenter des méthodes qui sont notamment nutritionnelles, et pas seulement, parce qu'il utilise d'autres armes, il utilise la phytothérapie, il utilise vraiment, on est dans le cadre de la médecine intégrative, ce qui est très très intéressant. Et alors lui, c'est un des chefs de file en Europe de la recherche sur le jeûne, donc on est en relation avec eux et on est mandaté en 2025 pour participer à une étude internationale qui va avoir cet avantage extraordinaire de fixer un petit peu les choses. Il y a déjà eu une étude qui a été publiée au mois d'août 2024
Donc c'est très récent, où ils ont réuni, toujours cette équipe allemande, ils ont réuni les médecins des 5 continents, vraiment du monde entier, qui travaillent sur le jeûne et qui accompagnent des activités autour du jeûne, des séjours de jeûne ou l'accompagnement de patients pour des jeûnes intermittents, des choses comme ça. L'objectif, c'était d'avoir une terminologie commune. C'est-à-dire, on dit quand on fait un jeûne court, c'est combien de temps? Quand c'est un jeûne long, c'est combien de temps? Qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent? Qu'est-ce que c'est que le jeûne alterné, le jeûne périodique? Il y a une publication avec un cadre bien clair. Maintenant, ça veut dire que sur le plan scientifique, on sait de quoi on parle et on sait qu'on parle de la même chose. C'est le premier volet. Deuxième volet, quelles sont les pratiques? Et ça, c'est l'étude à laquelle l'Académie médicale du jeûne va participer en 2025, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne les jeûneurs sur le plan médical. Alors, notre expérience, elle est modeste, mais on a quand même, au sein de l'Académie médicale du jeûne, mis en place depuis quelques années des séjours un peu spécialisés où des gens prennent des traitements, des gens sont atteints de certaines pathologies, avec bien sûr des contre-indications. Il y a des moments où c'est pas le moment de jeûner. Il y a des moments, il y a des contre-indications qui sont, on va dire, un peu souples, et puis d'autres qui sont absolument formelles. Euh, on a mis en place donc quelques séjours avec un accompagnement médical. Et accompagnement médical, pour nous, ça veut dire qu'on n'est pas dans une structure d'hospitalisation, mais le médecin, il est avec les jeûneurs 24 heures sur 24 pour des séjours de jeûne qui vont durer à peu près une semaine. Et ça permet à des gens qui auraient été refusés dans des séjours de jeûne classiques, parce que l'activité habituelle du jeûne en France, c'est ce qu'on appelle le jeûne bien-être. C'est des gens qui n'ont pas de problème majeur, mais il y a des gens qui voulaient utiliser ce moyen pour soigner un problème de santé particulier. Et ben là, c'était un peu compliqué pour eux parce que soit ils n'en parlaient pas pour pouvoir intégrer un séjour de jeûne, soit ils en parlaient et on leur disait, ben non, on ne peut pas vous prendre parce que vous prenez un traitement. Et donc, il y a des contre-indications que nous, on ne connaît pas. Donc, on avait mis en place ces séjours-là et on va dire que depuis 4 ou 5 ans, on a accompagné globalement, les médecins de l'Académie médicale jeune ont accompagné quelque chose comme 200 ou 300 patients dans des pathologies assez différentes. Et donc, on va faire un rapport de cette activité-là, qui va être fait également en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, en Afrique, partout. Et on va contribuer à ce que non seulement on ait une terminologie commune, mais aussi un reflet aussi objectif au niveau de la planète, de ce qui se pratique et des bénéfices qu'on peut en retirer. On a eu une très bonne surprise l'année dernière parce qu'on a été contacté par un gouvernement qui a décidé d'intégrer le jeûne à visée préventive dans son programme de santé publique. Alors c'était Et où? ça, alors, il se trouve que c'était dans un pays assez attirant comme ça, vu d'ici en tout cas, c'est la Polynésie française. Et donc, à Papeete, le gouvernement qui a été élu en mai 2023 a décidé d'intégrer le jeûne pour deux raisons principales. La première, c'est que on a des défauts dans l'alimentation occidentale, on peut les multiplier par 5 ou 6 pour ce qui est du déséquilibre alimentaire en Polynésie française. Donc, il y a un problème de surpoids, d'obésité, de maladies cardiovasculaires et de diabète qui est absolument endémique chez eux, avec des coûts de santé absolument faramineux. Donc, on va dire que les finances ont déjà poussé très fort en disant il faut qu'on fasse quelque chose pour ce gouvernement. Et puis l'autre raison, c'est que il y a une tradition polynésienne qui est très très ancestrale et qui est de traverser des périodes où la nourriture est un petit peu raréfiée, on va dire, ce qu'ils appellent les périodes de disette. Il y a une saison où autrefois on était habitué à se mettre un peu au repos et à avoir une alimentation très très limitée. Mais pour avoir une alimentation limitée pendant un temps qui peut être assez long, ça veut dire qu'il faut qu'on ait les réserves.
Et donc, on va dire que les Polynésiens ont cette propension naturelle à stocker qui leur sert quand ils traversent des périodes de disette, mais quand on leur donne à manger tout le temps et qu'on en a importé là-bas les farines de céréales et les sodas le sucre raffiné, ça a eu un effet absolument dévastateur sur ces populations qui sont atteintes, les champions du monde d'obésité morbide, c'est-à-dire avec des index de masse corporelle au-delà de 40, c'est les îles Tonga. C'est pas la Polynésie française, mais c'est aussi dans le Pacifique. Donc il y a quelque chose là où ce sont les Occidentaux qui ont une responsabilité. Toujours pareil, impératifs commerciaux. Ils importent 80% de ce qu'ils mangent là-bas. Et donc, on a été sollicité par le gouvernement de Polynésie française pour organiser des formations et des sensibilisations, en premier de leur administration de santé publique et puis des médecins et des soignants, de façon à ce que ce message puisse passer auprès de la population. Donc, la formation qui est en cours d'organisation, ça va être la nutrition et puis le jeûne. Une autre tradition il y a une autre tradition là-bas d'ailleurs qui est religieuse parce que il y a beaucoup de protestants, mais il y a aussi des adventistes, des religions animistes où le jeûne fait partie d'une hygiène de vie normale. D'accord. Le président de la Polynésie française pratique lui-même régulièrement tous les ans des jeûnes qui durent 2 semaines. Magnifique. Et donc, il est absolument convaincu, son ministre de la Santé de la même façon, etc. Donc c'est pour ça qu'il a fait appel à vous, pour pouvoir mettre en Voilà, place ce parce qu'ils partenariat. avaient besoin notamment d'avoir comment dirais-je, des échanges en français, en francophone. Nous, on parle pas le tahitien, mais on a cette langue commune, le français, qui fait que nous, on a eu aussi des médecins qui sont venus, bien sûr, de France participer à nos formations, mais on a eu des gens qui sont venus du Togo, de Côte d'Ivoire, des Antilles, de Haïti, toute une communauté médicale francophone qui a besoin de satisfaire son intérêt pour cette pratique qui est tout à fait intéressante sur le plan strictement médical. Donc on peut dire en fait qu'en France, en ce moment, au niveau médical, il n'y a pas une grande connaissance sur le jeûne et les pratiques du jeûne de manière générale. Par contre, la Non. population commence vraiment à s'y intéresser, notamment le jeûne intermittent dont on parle dans des journaux, dans des magazines. Donc il y a un intérêt pour la population. C'est comme si cet intérêt pour le jeûne venait en gros du bas, quoi, de la population, et qu'il fallait commencer à intéresser les médecins, les soignants, voire même les autorités compétentes en matière de santé, pour qu'il y ait enfin quelque chose qui se passe au niveau médical en France sur le jeûne et toutes les pratiques du jeûne. C'est clair que la progression, la pratique du jeûne qui se répand, ça vient beaucoup plus des patients que des médecins. Et c'est en ce sens qu'on s'est dit que, en tant que médecin, il fallait quand même au moins qu'on puisse répondre aux questions de nos patients. Et puis, ce qui s'est passé assez rapidement, évidemment, c'est que nos institutions qui nous regardaient d'un air un peu suspicieux ont commencé à tirer un petit peu l'oreille des médecins de l'Académie médicale du jeune. Un certain nombre d'entre nous avons été convoqués par le Conseil de l'ordre des médecins. Et on a eu le plaisir d'avoir une rencontre très constructive le 25 septembre dernier avec le Conseil national de l'ordre des médecins. Et très récemment, ils nous ont envoyé un courrier en disant, ben, on a bien compris ce que vous faisiez, on a bien compris que vous étiez des gens sérieux, mais on voudrait que vous nous indiquiez les références bibliographiques, scientifiques que vous utilisez. Alors, c'est un petit peu surprenant parce qu'on peut penser qu'ils sont capables de les trouver comme nous, on les a trouvés. C'est vrai que ça fait 5 ans qu'on travaille justement à aller récupérer les articles, les publications. Mais bon, on peut penser qu'ils ont eux-mêmes la structure pour pouvoir le faire. Bon, enfin, peut-être qu'ils ont aussi envie de gagner du temps et qu'ils nous disent, ben, vous qui êtes un peu informés, vous allez nous dire sur quelle base vous vous fondez pour, par exemple, organiser les formations. Donc, on va leur répondre, on va leur communiquer quelques articles qui sont pour nous des références à peu près incontournables. Il y en a une qui reste, on va dire, un phare sur le plan scientifique, même si c'est une étude qui est
critiquable, mais qui porte sur un très très grand nombre de personnes qui ont jeûné. Ça s'est fait justement dans une clinique en Allemagne. Et ils ont étudié des gens sur un échantillon de plus de 1400 personnes qui ont jeûné entre 5 et 20 jours. Et là, ils ont fait une étude où ils ont mesuré les paramètres métaboliques, c'est-à-dire ils ont fait des prises de sang, ils ont mesuré la glycémie, le cholestérol, les paramètres inflammatoires, les facteurs de croissance, les hormones. Et on voit que les effets sont tous bénéfiques, c'est-à-dire que tout va dans le sens d'une espèce de normalisation. Que évidemment, il y a une normalisation aussi du poids. Bien sûr, ça tombe sous le sens que si on ne mange pas pendant un temps un petit peu long, bah, on va avoir un poids corporel qui va diminuer. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on perd comme poids? Parce que la balance, quand on monte dessus, elle ne fait pas la différence entre le corps, les vêtements, le gras, le maigre, les os, les muscles, etc. Et on a accusé pendant un certain temps, du moins ceux qui ne connaissaient pas, on a accusé le jeûne de faire perdre du muscle. Et on a au moins deux études scientifiques qui sont, elles, incontournables, dont une dont on attend les résultats d'ailleurs très prochainement, qui a été menée avec des médecins français et qui montre qu'il n'y a non seulement aucune altération de la fonction musculaire lors d'un jeûne qui dure 10 jours, mais même une augmentation de la force musculaire. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup bluffé les chercheurs parce que c'était tellement contre-intuitif pour eux qu'ils ont dû refaire leurs calculs, ils ont revérifié tous leurs chiffres en disant la première fois, non, on a dû se tromper, c'est pas possible. Et en fait, si, c'est en mesurant la force musculaire sur des ergomètres, des appareils qui mesurent la force musculaire, et ben, ils se sont rendus compte que cette force était meilleure après un jeûne qu'avant. Et c'est quelque chose qu'un certain nombre de sportifs, d'ailleurs, avaient déjà constaté de façon un peu empirique. Et on va dire peut-être que c'est pas une conclusion, mais le jeûne, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis des temps immémoriaux, alors plus ou moins volontaire. Mais la démarche qui consiste à dire je vais volontairement m'arrêter de manger, c'est quelque chose qui a été préconisé par des religions depuis la nuit des temps, mais qui avait une utilité. Et cette utilité, ce ressenti positif, notamment sur le plan somatique, mais aussi sur le plan psychique, c'est quelque chose qui maintenant, sur le plan scientifique, est parfaitement identifié. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent, c'est-à-dire que, on va dire depuis 10 ou 15 ans, depuis 2005, grosso modo, donc ça fait même 20 ans maintenant, eh bien, on a une connaissance intime au niveau moléculaire, au niveau de la biologie fondamentale, des bénéfices du jeûne, qui explique l'effet positif que ressentent les gens qui font cette expérience. Et Et puis, tu chose es bien placé surprenante pour... et intéressante, les publications oui, dont tu parles, dont cette oui, étude clinique sur 1400 oui. à 1500 personnes en Allemagne, Oui, elle est oui. aussi publiée dans des grands journaux scientifiques, parmi Ah les oui, plus bien grands. sûr. Et ça, c'est Oui. intéressant aussi, parce que ça veut dire qu'il y a une vraie reconnaissance de ce sujet de recherche de santé publique. Et cette reconnaissance, elle commence à pointer timidement son nez en France, mais c'est quelque chose à quoi on s'attelle beaucoup au sein de l'Académie médicale du jeune. Eh bien, merci beaucoup, Jacques, pour toutes ces informations, pour ces partages. Et Merci à toi de nous permettre d'en parler. Et puis, on espère que beaucoup de médecins ou de soignants, enfin, que les gens qui s'intéressent aux bénéfices qu'on peut retirer de cette pratique simple, peu coûteuse, même s'il y a des coûts d'hébergement quand on va faire un séjour de jeûne, mais après, on peut aussi avoir une autonomie. Et l'autonomie sur le plan de la santé, c'est vraiment tout ce qu'on peut souhaiter à chacun d'entre nous. bien sûr, je te rejoins complètement. Alors pour plus d'informations, on peut bien sûr aller voir le site web de l'Académie médicale du jeune. Et là, on Voilà, verra toutes les formations qui sont proposées. Il y a beaucoup d'informations. c'est ça. On peut faire du partage. Et j'invite vraiment tous les médecins, les soignants, les infirmiers, les naturopathes à aller regarder ce qui est proposé à l'Académie médicale du jeune. C'est vraiment extrêmement important. Et nous sommes en train de refondre ce site justement pour pouvoir donner les informations d'emblée aussi clairement que possible. Voilà. Merci Jacques. Merci Anne. À bientôt. À bientôt.